5, 4. Bonjour à tous, je suis Muriel Bénard et je vous souhaite la bienvenue à ce live d'experts consacré au compte personnel de prévention de la pénibilité. Je vais vous présenter le dispositif légal de ce compte. Pendant toute cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat situé sur votre écran. Pendant tout le cours de cette présentation, je répondrai par écrit à l'ensemble de vos questions. Le compte personnel de prévention de la pénibilité a été introduit par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Ce compte a fait l'objet de nombreuses polémiques, tant du côté des employeurs que des branches professionnelles, si bien que le gouvernement a introduit divers assouplissements, dont le dernier date de la loi relative au dialogue social du 17 août 2015. Ce compte, malgré les nombreux textes entrés en vigueur, conserve encore quelques zones d'ombre et je vous propose aussi aujourd'hui un éclairage sur le fonctionnement de ce compte en l'état actuel des textes légaux. Je vais vous présenter en conséquence les différents acteurs qui interviennent pour ce compte ainsi que les conditions à remplir pour l'ouverture du compte. Nous aborderons également les facteurs de risque professionnels ainsi que leur déclaration et la simplification de cette déclaration. Puis la façon dont ces données sont gérées, de sorte à calculer les droits acquis et la façon dont ces droits sont utilisés. Enfin, je continuerai avec le financement du compte pénibilité, les accords relatifs à la prévention de la pénibilité et je terminerai avec quelques consignes relatives à l'évaluation et l'exposition des collaborateurs. Tout d'abord, commençons par un bref rappel des textes légaux qui ont introduit le compte pénibilité. Comme je vous le disais, la loi du 20 janvier 2014 a introduit ce compte pénibilité, puis de nombreux textes sont venus alimenter la mise en œuvre de ce compte, dont 6 décrets qui ont été publiés le 10 octobre 2014, une circulaire du 13 mars 2015 et enfin la loi relative au dialogue social et à l'emploi, publiée le 18 août 2015. L'idée est de permettre aux salariés de réduire, voire supprimer ces conditions de travail pénibles, si bien que le salarié exposé à certains de ces facteurs de risque professionnel va pouvoir cumuler des points et les utiliser pour réduire et supprimer ces conditions de travail pénibles. Entrent alors en scène différents acteurs. Tout d'abord, les salariés. Il s'agit de salariés de droit privé, quelle que soit la nature du contrat de travail et la durée du contrat de travail. Les salariés titulaires de contrats particuliers type contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation sont également concernés par ce compte. En revanche, ne sont pas concernés les salariés affiliés à un régime spécial de retraite, puisque les régimes spéciaux ont déjà des dispositifs de reconnaissance et de compensation de la pénibilité. De même, les salariés du particulier employeur et les travailleurs détachés en France ne sont pas concernés par le compte pénibilité. Le second acteur, ce sont les employeurs. Les employeurs de droit privé ou les personnes publiques qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé. Les employeurs ont pour obligation de recenser les risques professionnels, de les évaluer et de les déclarer. Les déclarer à qui? Eh bien à la Caisse qui constitue notre troisième acteur. Il s'agit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et au niveau régional des CARSAT et enfin de la MSA pour les salariés du secteur agricole. Alors tous les salariés qui sont éligibles au compte pénibilité n'ont pas forcément bénéficié de l'ouverture de ce compte puisque certaines conditions sont à remplir et notamment 3 conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'ouverture du compte, à savoir la première, être exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Il faut que cette exposition soit constatée au-delà de certains seuils et enfin que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à 1 mois. Par exemple, un salarié en CDI, présent sur l'ensemble de l'année dans l'entreprise, exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel au-delà des seuils, sera éligible au compte et bénéficiera de l'ouverture de ce compte. Quels sont alors les facteurs de risque professionnel retenus dans le cadre du compte pénibilité ? La loi fixe 3 catégories de facteurs de risque qui n'ont d'ailleurs pas été modifiés par la loi du 20 janvier 2014. La première catégorie de risque professionnel concerne les contraintes physiques marquées. Il s'agit par exemple de manutention manuelle, de vibrations mécaniques ou encore de posture pénible. Le deuxième facteur de risque professionnel est au titre d'un environnement physique agressif, par exemple des agents chimiques dangereux ou encore des activités exercées en milieu hyperbare ou des températures extrêmes ou encore le bruit. Enfin, la troisième catégorie de risque professionnel
est au titre de certains rythmes de travail, tels que le travail de nuit, le travail en équipe successive ou alternante, ou encore le travail répétitif. Alors, comme je vous le disais, ce n'est pas parce que le salarié est exposé à l'un de ces facteurs de risque professionnel que son compte pénibilité sera ouvert. Il faut qu'il soit exposé à l'un de ces risques au-delà de certains seuils qui ont été définis par un décret publié le 10 octobre 2014. Sachant que l'appréciation de ce seuil se fait après application des mesures de protection collective individuelle. Si je prends un exemple, un salarié exposé au bruit dont l'employeur fournit des bouchons d'oreille, l'employeur va évaluer l'exposition de son collaborateur en tenant compte de ces bouchons d'oreille venant atténuer l'exposition. Seuls 4 facteurs de risque professionnel sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015. Il s'agit tout d'abord des activités exercées en milieu hyperbare. Pour être considéré comme exposé au risque hyperbare au titre de la pénibilité, le salarié doit exercer au moins 60 interventions ou travaux l'exposant à une pression d'au moins 1200 hectopascales par an. Le second facteur de risque entré en vigueur au 1er janvier 2015 est le travail de nuit. Pour que le salarié soit considéré comme exposé au travail de nuit, il doit travailler au moins 1 heure entre 24 h et 5 h du matin pour une durée minimale de 120 nuits par an. Le troisième facteur de risque professionnel entré en vigueur au 1er janvier 2015 est le travail en équipe successive ou alternante. Il s'agit par exemple du travail posté en 3-8. Un salarié est considéré comme exposé à ce risque dès lors qu'il exerce au moins 1 heure de travail en équipe successive ou alternante entre 24 h et 5 h du matin pour une durée minimale de 50 nuits. Enfin, le dernier facteur de risque professionnel entré en vigueur au 1er janvier 2015 est le travail répétitif qui a fait l'objet de nombreuses polémiques. Le seuil associé au travail répétitif distingue 2 situations de travail selon que le cycle de travail est inférieur ou égal à 1 minute ou supérieur à 1 minute. Si le cycle de travail est inférieur ou égal à 1 minute, le salarié sera considéré comme exposé dès lors qu'il répète le même geste avec une cadence contrainte pour une durée minimale de 900 heures par an sans qu'il soit nécessaire de calculer le nombre d'actions techniques. Si le salarié en revanche travaille sur un temps de cycle supérieur à 1 minute, alors le salarié sera considéré comme exposé dès lors qu'il exerce un geste répété, au moins 30 actions techniques sollicitantes dans le cadre d'une cadence contrainte pour une durée minimale de 900 heures par an. Donc au moins 30 actions techniques par minute. Comme je vous le disais, ce seuil du travail répétitif a été sujet de nombreuses polémiques, si bien que le gouvernement a sollicité un rapport qui a été remis récemment au gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à tenir compte de ce rapport dans le cadre d'un décret qu'il devrait publier fin octobre, si bien que le seuil que je viens de vous expliquer au titre du travail répétitif peut être amené à être modifié au regard du décret qui serait publié fin octobre. Les 6 autres facteurs de risque professionnel doivent normalement entrer en vigueur au 1er janvier 2016. Toutefois, le gouvernement a annoncé le report de la date d'entrée en vigueur de ces 6 autres facteurs de risque professionnel pour répondre aux attentes des entreprises et des branches professionnelles de disposer de temps supplémentaires. Cela dit, aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer le report de cette date d'entrée en vigueur puisque tout simplement le décret d'application n'a pas encore été publié. L'employeur a donc identifié les postes concernés par les facteurs de risque et par conséquent, il a identifié les salariés concernés par ces facteurs de risque professionnel qu'il va devoir maintenant déclarer. En effet, l'employeur va devoir déclarer annuellement à la caisse de façon dématérialisée les différents facteurs de risque professionnel auxquels les salariés ont été exposés au-delà des seuils, ce qui va déclencher les cotisations liées à la pénibilité. Cette déclaration va se faire via la DADS ou puis la DSN. Ainsi, au terme de chaque année civile, au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, l'employeur va déclarer les facteurs de risque professionnel auxquels ont été exposés ses salariés au-delà des seuils, donc par le biais de la DADS puis la DSN, après application des mesures de protection collective et individuelle. Concrètement, cela ne va concerner que les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à 1 mois, qui vont faire donc l'objet d'une évaluation de l'exposition et d'une déclaration. Les périodes d'exposition vont correspondre à la durée du contrat et les périodes d'exposition seront déclarées via les périodes d'activité en DADS. Cela signifie que pour un salarié présent sur l'ensemble de l'année,
les facteurs de risque professionnel seront déclarés sur l'année civile. Par exemple, un salarié présent sur l'ensemble de l'année 2015, exposé à un seul facteur de risque professionnel, l'employeur va déclarer pour ce salarié un facteur de risque professionnel et la période d'exposition sera du 1er janvier au 31 décembre 2015. Pour un salarié maintenant qui est titulaire d'un contrat qui a débuté ou s'est achevé en cours d'année civile, alors les facteurs de risque professionnel seront déclarés sur la période couverte par ce contrat. Par exemple, un salarié en CDD de mars 2015 à août 2015 exposé à 2 facteurs de risque professionnel au-delà des seuils. Pour ce salarié, l'employeur va déclarer les 2 facteurs de risque professionnel dont la période d'exposition sera du 1er mars 2015 au 31 août 2015. Enfin, pour un salarié qui bénéficie de plusieurs contrats de travail sur une même année civile et qui est exposé pour chacun de ces contrats de travail à des facteurs de risque professionnel au-delà des seuils, les périodes d'exposition correspondent au contrat. Donc une période d'exposition par contrat. Par exemple, pour un salarié qui serait exposé à un facteur de risque professionnel pour un contrat de janvier 2015 à mars 2015, puis qui revient dans l'entreprise dans le cadre d'un autre CDD de septembre 2015 à décembre 2015 et qui serait exposé à nouveau au titre d'un autre risque professionnel, alors l'employeur va devoir déclarer pour ce salarié un premier facteur de risque professionnel avec une période d'exposition correspondant au 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, puis un second facteur de risque professionnel avec une autre période d'exposition allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015. La loi relative au dialogue social et à l'emploi a introduit une précision comme quoi l'ensemble des données qui sont déclarées dans le cadre du compte pénibilité restent confidentielles et ne doivent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel, par exemple, le salarié solliciterait un emploi. Cette loi a également précisé que ce n'est pas parce que l'employeur déclare des facteurs de risque professionnel auxquels sont exposés ses salariés qu'il y a une présomption du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale et physique de ses collaborateurs. Alors n'oublions pas que l'objectif de cette déclaration est de transmettre les données nécessaires à la caisse pour calculer un nombre de points venant alimenter le compte pénibilité. Caisse qui sera également chargée d'informer le salarié et c'est là justement la nouveauté, enfin plus exactement la simplification introduite par la loi relative au dialogue social puisque si jusqu'alors l'employeur devait non seulement déclarer les facteurs de risque professionnels, il devait également transmettre une fiche pénibilité à la caisse et aux salariés selon des modalités assez encadrées. Or, la loi relative au dialogue social et à l'emploi a supprimé cette fiche pénibilité. Par conséquent, l'employeur n'a plus à transmettre la fiche pénibilité ni aux salariés ni à la caisse. Cette fiche pénibilité a été remplacée par la déclaration dont je viens de vous parler. L'employeur doit donc simplement déclarer chaque année, au terme de chaque année civile au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, les facteurs de risque professionnel auxquels ont été exposés leurs salariés ainsi que les périodes d'exposition. Alors les modalités pratiques de cette déclaration doivent être définies ultérieurement par décret qui est attendu car si la loi relative au dialogue social a bien simplifié la transmission les relations entre employeurs et caisse et employeurs et salariés. En revanche, il y a certains textes réglementaires qui subsistent, à savoir la transmission de la fiche pénibilité aux salariés malades, par exemple, au moins 30 jours en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle et au moins 3 mois en cas de maladie non professionnelle, la transmission de la fiche pénibilité aux ayants droit à leur demande lorsque le salarié est décédé, ou encore la transmission de la fiche pénibilité aux salariés en cas de départ de l'entreprise, sachant que dans ce dernier cas, un assouplissement avait déjà été introduit puisque pour l'année 2015, l'employeur n'était plus dans l'obligation de transmettre la fiche au dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat, mais pouvait la transmettre, comme pour les autres salariés, à la fin de l'année. L'ensemble de ces modalités relatives à la fiche pénibilité seront sûrement également remplacées par une information réalisée par la caisse. Nous attendons bien entendu le décret qui devra préciser les modalités de cette déclaration et qui devra également préciser comment est-ce que les services de santé au travail seront également informés, puisqu'il y avait également cette obligation qui pesait sur l'employeur au titre de l'année 2015 en tout cas. Alors si je résume, la fiche pénibilité a été supprimée au profit d'une déclaration et c'est maintenant la caisse qui se charge d'informer les collaborateurs, caisse qui est également chargée de la gestion du compte pénibilité.
Il s'agit de la CNAV, comme je vous le disais au début de cette présentation, Caisse nationale d'assurance vieillesse, ainsi que des organismes régionaux chargés du service de prestation d'assurance vieillesse et du régime général de sécurité sociale, les CARSAT, et de la MSA pour les salariés du secteur agricole. La Caisse est donc chargée de calculer les points, de contrôler la mise en œuvre du compte pénibilité et, comme je viens de vous le dire, d'informer les salariés. Concrètement, elle va enregistrer le nombre de points sur le compte pénibilité à partir des informations collectées via la déclaration réalisée par l'employeur dans le cadre de sa DADS et de sa DSN. Et il va, à partir de ces informations, informer annuellement le collaborateur du nombre de points acquis dans un relevé qui va repréciser les contrats qui ont fait l'objet d'une déclaration, les facteurs de risque professionnel et les modalités de contestation. Les caisses vont également mettre en ligne un service Internet qui permettra au collaborateur de connaître le nombre de points qu'il a acquis et utilisés au cours de l'année écoulée, ainsi que le nombre total de points inscrits sur son compte et les modalités d'utilisation. C'est justement ce que nous allons voir dans les deux chapitres suivants, à savoir le nombre de points acquis par le collaborateur et les possibilités d'utilisation. Il faut savoir que le compte pénibilité est ouvert dès lors que le salarié acquiert des points jusqu'à la liquidation totale des points ou son départ en retraite. Tout au long de son parcours professionnel, le salarié ne peut pas acquérir plus de 100 points, sachant que le nombre de points acquis pour un salarié dont le titulaire d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile et qui est exposé à un facteur de risque professionnel, alors ce salarié va acquérir 4 points au titre de l'année. Si le salarié, toujours dans les mêmes conditions, est exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel, alors ce seront 8 points qui seront inscrits sur son compte pénibilité. Pour un salarié qui est né avant le 1er juillet 1956, le nombre de points est doublé. En revanche, pour un salarié titulaire d'un contrat de travail qui débute ou s'achève en cours d'année civile, le nombre de points seront appréciés, seront calculés sur une période de 3 mois. Donc un salarié qui est exposé à la pénibilité, au-delà des seuils, acquiert un point s'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel relativement à une période de 3 mois d'exposition et 2 points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel dans le cadre d'une période de 3 mois d'exposition. L'idée étant de permettre aux salariés de réduire, voire supprimer ces conditions de travail pénible, le salarié va avoir 3 possibilités pour utiliser ces points. Il pourra affecter toute ou partie de ces points soit pour se former, et dans ce cas, un point permet la prise en charge de 25 heures au titre de toute ou partie d'une action de formation. Très concrètement, l'idée est de permettre aux salariés de se former pour accéder à un emploi moins exposé, voire pas du tout exposé aux facteurs de risque professionnel. Et dans ce cadre, le nombre de points est converti en heures de formation venant abonder le compte personnel de formation. Le salarié pourra également financer un complément de rémunération et les cotisations qui y sont liées en vue de réduire sa durée du travail et passer à temps partiel. Et dans ce cas, 10 points permettent de financer un complément de rémunération équivalent à un mi-temps sur 3 mois. Le salarié pourra également utiliser ces points pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse et partir à la retraite avant l'âge légal. Et dans ce cas, 10 points permettent de financer la majoration de durée d'assurance vieillesse d'un trimestre. Alors l'ensemble de ce dispositif n'est pas neutre financièrement. Un fonds est d'ailleurs créé pour financer ce compte, fonds qui est alimenté par les contributions des employeurs, et tous les employeurs vont y contribuer, qu'ils aient ou non des salariés exposés. Tout d'abord, il y a 2 types de contributions. Une contribution de base, tout d'abord, qui est due par l'ensemble des employeurs, qu'ils aient ou non des salariés exposés à la pénibilité. L'assiette de cette contribution est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations des collaborateurs au sens de la sécurité sociale. Le taux de cette contribution est de 0,01% au titre de l'année 2017, donc très clairement il n'y a pas de cotisation due sur l'année 2015 et 2016. Une cotisation additionnelle est due par les employeurs qui exposent au moins un de leurs salariés à un facteur de risque, un ou plusieurs facteurs de risque professionnel.
L'assiette de cette contribution est constituée par les gains et rémunérations des salariés exposés à la pénibilité au-delà des seuils, avec une petite précision, à savoir que tout élément de salaire qui viendrait dans cette assiette et qui se référerait à des périodes auxquelles le salarié n'a pas été exposé pourrait être déduite par l'employeur de cette assiette. Le taux de cette contribution est différent selon que le salarié a été exposé à un seul facteur de risque professionnel, mono-exposé, ou qu'il a été exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel, polyexposés. En cas de mono-exposition, l'employeur aura une contribution de 0,1% pour l'année 2015 et 2016, puis 0,2% au titre de l'année 2017. Si le salarié est polyexposé, alors le taux de la contribution passe à 0,2% pour les années 2015 et 2016, puis 0,4% dès l'année 2017. Alors en parallèle de son obligation de déclarer et de contribuer, certains employeurs auront également une obligation de négocier. En effet, les employeurs qui emploient au moins 50 salariés ou qui font partie d'un groupe d'au moins 50 salariés sont tenus de négocier au titre de la prévention de la pénibilité dès lors qu'au moins 50% de leurs salariés sont considérés comme exposés. Si la négociation aboutit à un contrat, alors cet accord collectif ne pourra pas être d'une durée supérieure à 3 ans. En revanche, si la négociation n'aboutit pas à un accord collectif, alors l'employeur sera tenu de réaliser un plan d'action dans les mêmes conditions que doit être négocié l'accord collectif. Dès le 1er janvier 2018, ce sont toujours les entreprises d'au moins 50 salariés qui sont tenues de négocier sur la prévention de la pénibilité. En revanche, le seuil de 50% des salariés exposés est abaissé à 25% des salariés exposés. Par ailleurs, les entreprises de 50 à 300 salariés sont dispensées de cette obligation de négocier si elles sont couvertes par un accord de branche professionnel qui prévoit des dispositions sur la prévention de la pénibilité conformes aux dispositions légales tenues pour les accords collectifs. Et ces accords de branche peuvent être une aide, seront même sûrement une aide intéressante pour les employeurs dont la plus grande partie de leur tâche est d'évaluer les facteurs de risque professionnel et d'évaluer par là même les postes considérés comme exposés au sein de leur entreprise. Dans ce cadre, l'idée de la loi n'est pas d'apprécier la pénibilité salarié par salarié, individuellement, geste par geste, minute par minute, mais de faire une appréciation de l'exposition en moyenne sur l'année dans des conditions habituelles et de tenir compte des mesures de protection collective et individuelle dans le cadre également d'une démarche collective. Ainsi, l'employeur va identifier au sein de son entreprise l'ensemble des postes et situations de travail considérés comme exposés en tenant compte des conditions habituelles de travail en moyenne sur l'année. Par exemple, sur un poste, il peut très bien identifier que dans des conditions habituelles de travail, le collaborateur effectue 130 nuits, soit au-dessus du seuil de 120 nuits à l'année, et par conséquent considérer que ce poste est exposé au facteur de risque nuit. Dans ce cadre, l'employeur va rattacher l'ensemble des salariés à ce risque professionnel. L'ensemble des salariés qui sont liés à ce poste, il va les rattacher et considérer que ce sont ces salariés-là qui sont exposés à la pénibilité afin de pouvoir les déclarer en fin d'année. Toute cette démarche d'évaluation peut être également réalisée à travers les accords de branche, puisque des accords de branche, suite à la loi relative au dialogue social, ne doivent plus simplement caractériser les postes considérés comme pénibles, mais doivent déterminer les postes considérés comme pénibles, et pas seulement les postes, mais les situations de travail et métiers. Donc les accords de branche peuvent également constituer une aide intéressante pour l'employeur qui pourra s'y référer pour identifier dans son entreprise les postes considérés comme exposés. J'ajoute également que tout ce travail d'évaluation des risques professionnels a normalement déjà été réalisé par l'employeur au titre de son obligation de sécurité et de résultat, ce travail qu'il a dû retranscrire dans son document unique d'évaluation des risques professionnels. Enfin, l'employeur, à défaut d'accord de branche professionnelle étendu précisant l'ensemble de ses métiers, postes et situations de travail exposées, il pourra également se reporter au référentiel professionnel de branche homologué par arrêté, dont les modalités doivent être encore précisées par décret et qui doivent répertorier l'ensemble des situations considérées comme exposées au sein de chaque activité professionnelle. Alors comme nous l'avons vu, malgré les différentes tentatives de simplification
Le compte personnel de prévention de la pénibilité reste assez complexe à mettre en œuvre et technique. Aussi, je terminerai par les différentes aides que l'employeur peut trouver, notamment déjà première aide au sein de son entreprise dans le cadre des analyses réalisées par le CHSCT, aide par le biais de la médecine du travail qu'il peut également questionner et auprès de laquelle il peut également demander des conseils. Comme nous l'avons vu, l'employeur peut se reporter à la définition des postes, des situations de travail et métiers dans les accords de branche et les référentiels homologués, mais il peut également avoir recours à des organismes extérieurs tels que l'ANACT, la CARSAT ou l'INRS. Enfin, je terminerai par le site de la prévention de la pénibilité qui a été mis en place par le gouvernement, qui contient un certain nombre de documentations intéressantes sur lesquelles l'employeur peut retrouver quelques conseils. Et n'hésitez pas également à utiliser le numéro d'appel non surtaxé, le 3682, qui est à votre disposition et qui a été mis en place également par le gouvernement et qui est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé cette présentation et je vous souhaite de bien continuer sur l'évaluation de l'exposition de la pénibilité.